Alors, Taï Chris, bonjour, installez-vous. Sur vos rollers, la plus belle gamelle que vous ayez prise de votre vie, c'était quand? Alors, C'était douloureux. La plus belle gamelle, c'était au Gravity Game, qui était une des plus grosses compétitions aux États-Unis. En fait, en pleine finale, malheureusement, je me casse les ligaments du genou sur une mauvaise chute. Et il y avait une figure que j'avais réussi à l'entraînement qui n'avait jamais été fait dans l'histoire, qui était un double flat spin. C'était vraiment la figure absolue. Vous visiez la première historique. Voilà, et je voulais mondiale. vraiment l'officialiser. Donc, malgré que j'avais la jambe cassée, je suis remonté, je l'ai tenté une fois, je suis tombé sur la tête, mais avec le public, l'adrénaline, je suis remonté et je l'ai réussi enfin devant tout le monde. Et après, je suis parti à l'hôpital. Avec une jambe cassée. Voilà, avec une jambe, les ligaments de la jambe cassée, oui. Ça fait mal quand même. Ça fait mal, c'est clair. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. J'accueille aujourd'hui un self-made man, comme on dit, un autodidacte en français, c'est plus joli. Taï Chris, qui est fondateur de On-Off, une start-up des télécoms qui permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone sur le même smartphone, en gros. C'est Exactement. On télécharge dans l'application sur l'Apple Store ou le Google Store et en un clic, on peut avoir un deuxième numéro. Alors, c'est payant, c'est 3,50 € le numéro pour appel SMS illimité par mois, mais c'est génial. C'est un abonnement. Un abonnement, mais ce qui est génial, on peut prendre un numéro pour 1 heure ou un numéro pour le Bon Coin, un numéro pro, perso, et on peut faire tout avec, appeler, recevoir des SMS, c'est hyper pratique. Alors, les clients typiques de ce service, par exemple, c'est Alors, qui? beaucoup pour l'entreprise, les gens qui veulent un deuxième numéro pro sans avoir de téléphone dans la poche. Le téléphone perso et pro Exactement. en seul. Ouais. En plus, on peut rapatrier même le numéro existant d'un opérateur. Quelqu'un qui a un numéro déjà chez un opérateur, mais il peut l'annuler, garder le numéro et le ramener dans notre appli. Mais après, évidemment, il y a des gens pour vendre leur voiture sur le Bon Coin ou des gens qui font de la rencontre. Alors, une fille qui veut pas être emmerdée en boîte, elle se prend un numéro pour la soirée et elle donne un numéro relou ou un truc comme ça. Le numéro de secours, voilà, dans une certaine mesure. Donc, ce qu'on disait à l'instant, c'était du roller et de la gamelle. Donc là, on parle de télécom. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui vous a pris j'ai toujours eu cette casquette d'entrepreneur. J'ai monté pas mal de boîtes dans ma vie en parallèle de ma carrière de sportif. C'était plus l'envie d'entreprendre, de créer des choses. Et donc, il y a 6 ans en arrière, je m'étais cassé la jambe une fois de plus. Donc, les ligaments croisés, c'est toujours la même chose. Et donc là, je me suis dit, il faut que je sorte de mon métier de sport extrême et j'ai pas de problème de repartir en bas de l'échelle dans un nouveau métier, le monde des télécoms. J'avais cette idée de me dire que les numéros de mobile devaient être dans le cloud comme une adresse email, parce que si vous réfléchissez bien, tout est dans le cloud, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, et notre 06 est lui coincé dans une carte SIM. Donc c'était ça la vision. Et donc il a fallu lever des millions d'euros, m'entourer d'une équipe, devenir ingénieur télécom moi-même, et créer des brevets, et créer cette boîte. Ça a été très dur. Et ce que vous me dites, c'est qu'on ne peut pas mener de front une carrière de sportif extrême et une carrière d'entrepreneur. C'était difficile. Si on se pète une jambe, on ne peut pas aller en rendez-vous client, etc. Alors, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'années avant de créer cette boîte, puisque j'avais pas mal d'autres boîtes, mais il y a eu des points positifs et pas positifs. C'est difficile de gérer les deux. Je me rappelle, j'avais une boîte dans les gammes de papeterie scolaire pendant pas mal d'années, et quand il y a eu la crise de 2008, malheureusement, la boîte a fermé, et c'est tout ça parce que je le gérer en parallèle de ma carrière de sportif. Et là, la nouvelle boîte dans les télécoms, c'était beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus difficile. Et je l'ai abordé comme un championnat de roller. Vous voyez ce que je veux dire? Faire ça exigeant. Exigeant et l'excellence, essayer de réinventer les modèles. Dans les télécoms, on a inventé des brevets, etc. Est-ce que vous avez réussi facilement, parce que vous avez aussi une carrière d'animateur télé, mais des choses finalement assez éloignées du monde entrepreneurial, où il y a des codes, où il y a des comportements, tout un tas de choses. Est-ce que ça a été facile de vous intégrer à ce monde-là? Est-ce qu'on vous faisait confiance ou alors est-ce qu'on vous prenait un peu de haut? Évidemment, etc. au début, ça a été très très difficile parce que quand j'ai pris au début rendez-vous avec des fonds d'investissement pour financer mon idée, je suis arrivé déjà en béquille, j'avais la jambe cassée, et ils ont accepté le rendez-vous en se disant il va nous présenter un truc sur les sports extrêmes. Quand je suis arrivé en disant que je veux créer un opérateur mobile mondial, ils m'ont rigolé au nez. Et donc, évidemment, ils m'ont pas financé. Ça a été très très dur d'être légitime là-dedans parce que les gens me disaient pourquoi toi, pourquoi ce métier-là, etc. Et donc, il a fallu vraiment que j'apprenne à devenir expert là-dedans. Et vu que, on va dire, l'industrie au début ne voulait pas financer mes projets, j'ai réussi au début à convaincre tout mon entourage, alors mon chirurgien, mes potes riders, et j'ai convaincu comme ça 130 potes qui m'ont donné 10 millions, qui m'ont permis de démarrer la boîte pendant les premières années. Et après, 4 ans après, les vrais fonds d'investissement ont rajouté 10 millions d'euros de plus, mais finalement 10 fois plus cher que ce que j'avais proposé. Donc,
4 ans plus tard, et un tour de table auprès de vos potes ambassadeurs, si on veut dire, de 10 millions d'euros. 10 millions avec 130 c'est déjà beaucoup. Ah ouais, Ouais, c'est j'ai- déjà- j'ai- Vous avez des j'arrivais potes à- généreux, alors, quand même. Alors, c'était beaucoup qui de croyaient en petits vous. tickets, qui croyaient en moi. Mm. Et voilà, ils savaient que j'étais sérieux, que j'étais honnête, que j'étais travailleur et que même si je ne connaissais pas ce métier, j'allais apprendre et que l'idée était bonne. Et donc voilà, je leur dois une fière chandelle. Et les premières personnes, si je puis dire, du paysage entrepreneurial connu, qui vous ont écouté, qui vous ont Alors, fait dans les confiance. 130, il y en a beaucoup. Il y en a, Ah ouais, il y en a d'accord, beaucoup. Et quand même, Fred ouais. Mazzella, qui est le Ah, fondateur oui, de ok. Blablacar, et c'est vraiment un de mes conseils. C'est-à-dire dès que j'ai une question, je l'appelle, il est toujours dispo, il est vraiment extraordinaire. Mais il y en a comme ça plein. Et vous imaginez sur ces 130, il y en a tellement. C'était votre pote avant d'être votre investisseur, Non, dans une certaine mesure, non? Pas du tout. Je les ai rencontrés au fur et à mesure. En fait, à partir du moment où on commence à naviguer dans le monde des startups, etc., je suis quelqu'un qui est passionné, donc je piche mon produit finalement à Ouais. tout le monde. J'ai la communication facile et ça m'intéresse, donc j'essaye de prendre des brides d'idées sur tous les gens que je rencontre. Et voilà, une personne me présente une autre personne. Et entre entrepreneurs, on est passionné, donc on s'entend bien. Vous êtes passionné, vous pitchez sans cesse. J'ai lu dans les Échos que vous avez réussi à lever 300 000 € dans un avion auprès de quelqu'un que vous ne connaissiez pas. C'est vrai ou quoi, cette histoire? Vrai, complètement. Et c'était très difficile parce que j'avais quasiment 3 jours de trésorerie devant moi. Ouais. C'était quoi? C'était votre voisin d'avion? Exactement, et c'était même pas ma place. C'est-à-dire que je me suis assis à une autre place en espérant de pouvoir dormir parce que j'étais fatigué. Imaginez, j'avais 3 jours de trésorerie devant moi. Et donc j'ai un jeune mec très talentueux, un entrepreneur de l'île de la Réunion qui a plein de business là-bas, qui a à peine genre 30 ans, un gars génial. Et on a commencé à sympathiser pendant le vol. Et je lui ai pitché ma boîte pendant le vol. À la fin du vol, il me dit, écoute, je rentre au bureau, je valide avec mon associé et j'ai eu 300 000 € la fin de la semaine. Ah ouais. Dernière question, Chris. Est-ce qu'il y a autant d'ego ou plus d'ego dans le monde entrepreneurial que dans le monde de la télé ou Non, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup moins parce que finalement, on est face énormément à la réalité. Le monde on va dire de la télé... Bien sûr, il faut bien passer à la télé, mais on peut arriver à briller relativement facilement. Et il y a toute une équipe derrière. Il y a la personne qui est devant la caméra, qui fait un travail important et souvent extraordinaire, mais il n'est pas finalement seul. Il y a toute l'équipe derrière. Alors que dans le monde de l'entrepreneuriat, évidemment, il y a toute l'équipe, mais si on n'a pas trouvé son business model, on est face au marché. Ouais. C'est-à-dire que le marché est beaucoup plus dur. Et aussi, une carrière dans le monde de l'entrepreneuriat, ça prend des années. C'est un marathon. Donc on a le temps ça brille moins qu'à la télé ou dans le sport. Ouais, c'est plus facile de faire de la télé que de réussir une carrière Rien n'est Parce facile. qu'il y a plusieurs personnes de la télé qui sont aussi des entrepreneurs dans une certaine mesure. Évidemment, mais rien globalement n'est facile. Je ne jette pas la pierre ni aux sportifs ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde où c'est un vrai marathon pour y arriver. Alors vous avez sauté il y a quelques années en roller de la Tour Eiffel, puis du Sacré-Cœur. C'est vertigineux. Votre rêve le plus fou dans le business, dans le monde entrepreneurial, ce serait quoi? Non, moi j'essaye d'aller au bout des rêves, c'est-à-dire que mon rêve est donc de réinventer le monde des télécoms et l'expérience utilisateur là-dessus. Je dirais que j'arriverai à clôturer ce rêve le jour où j'aurai en quelque sorte mes technologies, tous les différents produits que j'ai inventés, que ce soit dans le maximum de gens dans le monde et finalement que ça a amélioré notre usage. Mais ce qui est génial, c'est beaucoup plus d'être sur lit d'hôpital tout seul, spécialement sans argent, sans avoir aucun métier là-dedans ni quoi que ce soit. Et petit à petit, aujourd'hui on est 60 au bureau, on fait plusieurs millions d'euros par mois de chiffre d'affaires, par an de chiffre d'affaires. Donc déjà une partie du rêve est atteint. Et surtout j'ai rencontré des gens extraordinaires dans tellement de milieux différents que j'aurais jamais pu rencontrer à travers le sport. Et puis vous êtes un peu aussi devenu ambassadeur du monde entrepreneurial français parce que vous êtes au bord de France Digital. Exactement, je crois. Ça a été pour moi vraiment une réussite parce que c'est vrai qu'au début, comme je vous disais, j'étais tellement pas légitime là-dessus. Quand je le disais autour de dîner ou quoi que ce soit que j'avais créé une boîte de télécom, sérieusement les gens explosaient de rire à côté. Ils me disaient non mais sérieusement tu fais quoi maintenant? Donc c'était c'est cool mais je suis jamais arrivé et je serai jamais arrivé. J'ai des rêves tellement grands, j'ai envie de faire évoluer la boîte, j'ai envie moi d'évoluer, j'ai envie d'aider les gens au maximum. Voilà, j'ai tellement de rêves à réaliser dans ma vie. Merci Chris. Merci.